L'histoire commence dans les montagnes de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, il y a plus de 2 millénaires, Une époque fascinante. complètement. Et on y trouve Alexandre le Grand avec son immense armée qui se retrouve bloquée. Face à une forteresse littéralement inexpugnable. On parle d'une citadelle perchée à plus de 2000 mètres d'altitude là. Ouais, nichée entre deux pics encore plus hauts. Et surtout entourée de parois rocheuses lisses comme de la glace. L'enfer tactique. En fait, le seul accès est un sentier tellement étroit qu'une attaque frontale serait un pur suicide. Une véritable file indienne vers l'abattoir. Et la logique militaire ordinaire, à l'époque, dicterait de faire ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire attaquer par le bas, En acceptant des pertes massives, ou alors entamer un siège interminable dans un climat glacial. Mais Alexandre ne fait pas ça. Non, il fait autre chose. Il rassemble ses généraux, ses ingénieurs et même son maître de rhétorique. Et ensemble, ils décident d'inverser totalement le problème. puisque attaquer par le bas est voué à l'échec, Et il faut attaquer par le haut. Et là, l'idée de génie surgit. Ils vont utiliser les solides piquets de fer de leur propre tente, ils les plantent dans les failles de la roche pour créer des prises, ils font passer des cordes. et sans s'en rendre compte, ils viennent d'inventer l'escalade encordée en fait. C'est incroyable. Une fois au sommet, un petit groupe de soldats tire quelques flèches. Le régent de la forteresse lève les yeux. Il voit des hommes armés là où seul un dieu pourrait grimper. Et il se rend immédiatement, sans même livrer bataille. Cette scène historique n'est pas juste un exploit militaire, c'est vraiment la parfaite illustration d'un changement de paradigme. Et c'est précisément ce renversement de perspective qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est le point d'entrée idéal pour notre plongée au cœur de l'ouvrage de Giorgio Nardone, La stratégie de résolution de problèmes. Un livre vraiment captivant. Ce qu'il propose, c'est pas une simple boîte à outils de management classique. Ah non, c'est une véritable déconstruction de notre façon d'aborder les impasses. Et la mission de notre analyse approfondie aujourd'hui, c'est de comprendre cet art subtil. Comment parvenir à trouver des solutions qui paraissent presque magiques, Ou d'une simplicité enfantine. à des problèmes qui semblent totalement insolubles quand on les attaque avec notre logique habituelle. Et ce qui est fascinant avec le travail de Nardone, c'est que ça s'adresse à quiconque se sent bloqué, vraiment embourbé dans une situation sans issue. Que l'on parle de la gestion d'une entreprise en crise, d'une difficulté psychologique ou même d'un gros blocage créatif. L'approche est d'un pragmatisme absolu. On cherche l'efficacité concrète plutôt que les grandes théories abstraites. Du coup, ça nous amène à une question très provocatrice. Et si nos efforts les plus logiques, les plus acharnés pour résoudre un problème, Était précisément ce qui l'aggrave et le maintient en place. c'est une idée profondément contre-intuitive. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que face à un problème, il faut réfléchir, trouver la cause originelle et appliquer une solution logique. Si on a une fuite d'eau, on cherche le tuyau percé et on le répare. Logique causale de base. Exactement. Alors pourquoi notre esprit s'acharne-t-il sur des solutions qui ne fonctionnent pas au point de créer un cercle vicieux ? La réponse se trouve dans une distinction fondamentale que fait l'auteur, la différence entre la démarche scientifique classique et la technologie de résolution de problèmes. C'est très différent, oui. En fait, notre éducation est basée sur la science. La science est obsédée par le passé. Elle veut comprendre le pourquoi. Chercher la cause linéaire. Voilà. Et face à un tuyau percé, ça marche super bien. Mais face à des systèmes complexes, comme l'esprit humain ou la dynamique d'une organisation, chercher la cause originelle est souvent un piège. Alors que la technologie de résolution de problèmes se concentre sur le présent. Tout à fait. Elle regarde le comment. On abandonne la quête archéologique du pourquoi. Parce que savoir pourquoi une phobie s'est déclenchée il y a 20 ans, ça ne donne absolument pas le mode d'emploi pour la désamorcer aujourd'hui. Le passé est inchangeable. Seul le présent est modifiable. L'auteur utilise une analogie géométrique très parlante pour ça, l'histoire de l'échiquier. Oui, un grand classique. Si on cherche à devenir une caisse secrète parmi 64, on peut utiliser la méthode psychologique. Se demander pourquoi la personne a choisi cette case, analyser son enfance. Ou les tester une par une de manière linéaire. Et là, on s'épuise. Alors qu'avec la méthode géométrique et stratégique, on divise l'échiquier en moitiés successives, droite ou gauche, puis haut ou bas. Et en seulement 6 questions, on trouve la réponse. On passe du pourquoi au comment. C'est d'une efficacité redoutable. Ça me fait penser à cette fameuse blague de l'homme ivre qui cherche ses clés en pleine nuit. Sous le lampadaire. Exactement. Il cherche ses clés uniquement sous le lampadaire, non pas parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. C'est très drôle, mais ça en dit long sur nos biais cognitifs. Qu'est-ce que ça nous dit réellement, d'ailleurs ? Cette métaphore met en lumière notre besoin viscéral de confort cognitif. L'esprit humain a horreur de l'incertitude et de l'obscurité.
Donc, face à un problème complexe, notre cerveau va naturellement projeter ses propres illusions. Et ces préjugés, oui, on va chercher la solution là où on a déjà des compétences, là où c'est rassurant. Au lieu d'affronter la réalité brutale du problème tel qu'il est. C'est ce que Nardone appelle l'illusion de l'évidence. On refuse de définir concrètement le problème et l'objectif parce que ça nous obligerait à admettre que nos outils habituels sont obsolètes. Ce qui mène souvent à des catastrophes, même chez les esprits les plus brillants. L'exemple de la NASA avec son hangar géant m'a toujours halluciné. C'est un cas d'école monumental. L'objectif de départ était d'une logique implacable. Il fallait protéger les navettes spatiales contre les intempéries très sévères en Floride. Des équipements qui coûtent des milliards. Ouais. Donc la solution de l'ingénierie classique a été de construire un abri colossal, le célèbre Vehicle Assembly Building. Sauf qu'en se concentrant aveuglément sur cette protection immédiate, ils ont oublié de penser de manière systémique. Comment des ingénieurs qui envoient des humains sur la Lune ont pu rater ce qui s'est passé ensuite? Parce que l'hyperfocalisation crée un immense angle mort. Ils ont résolu le problème de la pluie extérieure. Mais ils n'ont pas du tout anticipé les ramifications. Le volume d'air confiné à l'intérieur de ce hangar titanesque était si vaste Ouais, et les variations de température si extrêmes, que le bâtiment a fini par générer son propre microclimat. des véritables nuages, des orages et même des décharges électriques se sont formés à l'intérieur même du hangar, censé protéger les navettes de la foudre. C'est le comble! L'archétype de la solution logique qui devient le déclencheur d'un problème encore plus grave. La solution engendre l'orage. Et ça, c'est la transition parfaite vers le concept central de l'analyse de Nardone, ce que l'on appelle les tentatives de solution. C'est l'idée que ce sont précisément nos solutions ratées qui alimentent le problème. Absolument. C'est une mécanique psychologique universelle. Prenons la peur de parler en public. Oh oui, une angoisse très commune. Quand une personne sent la panique monter avant d'aller sur scène, quelle est son intuition première? Elle va se dire qu'il faut reprendre le contrôle, maîtriser sa respiration, faire baisser son rythme cardiaque. Exactement. Or, d'un point de vue neurologique, essayer d'imposer un contrôle conscient sur une réaction physiologique spontanée, C'est le meilleur moyen de tout dérégler. l'acte même de vérifier si l'on est calme déclenche une alerte dans le cerveau. Plus on s'efforce de contrôler, plus on ressent que le contrôle nous échappe. Donc l'action, le contrôle, crée le pire résultat, la perte de contrôle. Ça peut mener jusqu'à les crises de panique. La tentative de solution est devenue le carburant du problème. C'est fou de réaliser ça. Et c'est là que le livre propose des stratagèmes qui utilisent une logique non ordinaire, des méthodes un peu à l'envers, Et qui paraissent presque absurdes au premier abord. comme la technique consistant à se demander comment on pourrait aggraver la situation. Une approche paradoxale redoutable. Mais si je suis déjà au bord de la panique à l'idée d'échouer, m'obliger à imaginer comment empirer les choses, ça ne va pas me paralyser encore plus. Pourquoi ça marche? Ça touche au paradoxe fondamental de l'esprit humain. Quand on résiste à la peur, on la rend plus forte. L'anxiété se nourrit de l'évitement. D'accord. La technique de l'aggravation volontaire stoppe net l'acharnement sur les fausses solutions. En cherchant comment échouer, on identifie souvent que c'est exactement ce qu'on fait déjà. Ah, on prend conscience du piège. Voilà. Et sur le plan émotionnel, la peur regardée en face se transforme en courage, ou au moins en rationalité. On utilise la force de l'individu pour la retourner contre le problème, comme au judo. C'est génial. Ça me rappelle cette tactique des petits pas, l'effet d'avalanche. Et surtout cette histoire très connue sur la NASA et les stylos dans l'espace. La fameuse légende urbaine du stylo spatial. Oui, on raconte souvent que la NASA a dépensé des millions pour créer un stylo fonctionnant en apesanteur, alors que les Russes utilisaient un simple crayon à papier. Alors que dans la réalité historique, les deux utilisaient des crayons au début. Et c'était hyper dangereux à cause de la poussière de graphite et des mines cassées qui flottaient. Le Space Pen a été inventé par un privé, Paul Fisher, et c'était une vraie nécessité technologique. Mais l'intéressant, c'est pas la véracité de l'anecdote. C'est pourquoi cette légende persiste autant dans notre culture. Qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport à la résolution de problèmes? Ça illustre le biais de complexité. On a cette propension innée à croire qu'un problème d'apparence impressionnante nécessite obligatoirement une solution tout aussi vaste et coûteuse. Surtout dans les grandes organisations. L'inertie institutionnelle favorise les usines à gaz. Parce qu'une solution simple ne justifie pas les budgets colossaux ou les comités d'experts. Alors que la démarche de Nardone prouve que la solution la plus infime est souvent la meilleure. Le petit changement qui déséquilibre tout le système problématique. L'effet domino. Et ce qui est fort, c'est que l'ouvrage démontre que ça s'applique de manière redoutable dans le monde réel.
En entreprise, en thérapie, les cas réels sont fascinants. Prenons l'histoire du manager moraliste. Ah, Federico, un cadre de très haut vol, spécialiste du redressement d'entreprise. Mais avec un cycle tragique. Il sauvait des entreprises de la faillite, mais finissait toujours par démissionner avec fracas, en pleine dépression colérique. Parce qu'il jugeait tout le monde. Une rigidité morale absolue. Il ne tolérait aucune imperfection chez ses collaborateurs. L'approche classique aurait été de le psychanalyser, chercher l'origine de son intransigeance dans son enfance, ou de le confronter à son arrogance. Mais Nardonelli n'a pas fait ça du tout. Non, il lui a prescrit l'écriture d'un journal de bord, une sorte de roman criminel détaillant comment il transformait ses succès en désastres relationnels. Pourquoi utiliser cette tâche d'écriture plutôt que de lui dire ses quatre vérités en face? À cause de la résistance, un homme avec un tel ego aurait balayé toute critique directe. Il se serait braqué. Totalement. En lui demandant d'observer les faits avec sa froideur habituelle d'ingénieur, l'approche contourne ses défenses. L'observateur devient l'observé. Et c'est en rédigeant lui-même ses échecs que l'illusion s'est brisée. Il est une révélation intime qu'aucun thérapeute n'aurait pu imposer. Il a réalisé lui-même que sa rigidité était son propre poison. C'est brillant intellectuellement. Mais on peut se demander, est-ce que ça marche sur des réactions physiques, des choses que le corps nous impose involontairement? Oui, et le cas du célèbre violoniste est là pour le prouver. Ce musicien virtuose qui se retrouve paralysé du jour au lendemain à cause d'une contracture sévère au bras, Une dystonie de fonction, le cauchemar des musiciens. plus il essayait de jouer normalement, plus son bras se figeait de terreur à l'idée de la crampe, la boucle neuro-émotionnelle infernale. Comment débloquer ça? En prescrivant le symptôme, C'est fou. la solution contre-intuitive a été de le faire jouer dans une position exagérément mauvaise. On lui a demandé d'éloigner le violon de son corps de manière totalement asymétrique. Le but caché, c'est de déplacer l'attention. En se concentrant pour maintenir cette mauvaise posture volontaire, Le cerveau ne peut plus se focaliser sur l'anticipation angoissée de la crampe. La boucle de la peur est court-circuitée. et en reproduisant la contrainte de façon contrôlée, le blocage a disparu. Il a retrouvé son aisance. C'est la beauté de cette logique. Et pour systématiser tout ça, l'ouvrage introduit une technique très concrète, la technique de l'alpiniste. Très utile pour planifier. Face à une montagne complexe, on a tendance à partir du camp de base et regarder vers le haut pour choisir le chemin. Ce qui amène souvent dans des impasses. Un guide de haute montagne, lui, trace son chemin à l'envers. Il part du sommet, de l'objectif, et il redescend étape par étape jusqu'au camp de base. C'est de la rétro-ingénierie appliquée à la stratégie. Ça valide le chemin à rebours et évite le biais de complexité. C'est vraiment la synthèse de cet ouvrage. Trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Ça me rappelle cette citation d'Arthur C. Clarke, reprise dans le livre. La véritable magie n'est qu'une technologie très avancée. Exactement. Quand on voit une phobie disparaître ou un blocage corporel s'envoler, on crie à la magie. Mais c'est une ingénierie de la pensée. Et la meilleure image pour ça, c'est cette anecdote de l'ingénieur dans la baie de Tokyo. Oh, j'adore cette histoire. L'image parfaite de l'intelligence contre la force brute. Après la guerre, un énorme navire militaire a coulé dans la baie, rempli de munitions. Et utiliser des grues classiques risquait de briser la coque et de tout faire exploser. Les experts proposaient des usines à gaz mécaniques inouïes. Jusqu'à ce qu'un ingénieur propose une idée qui a fait rire tout le monde. Injecter des millions de balles de ping-pong à l'intérieur de l'épave. Gouffrées partout. Et par le simple principe d'Archimède, cette accumulation de flottabilité a soulevé le monstre d'acier. Tout doucement, sans une secousse. La solution la moins coûteuse et la plus absurde a fonctionné à la perfection. C'est une invitation magistrale de Giorgio Nardone. Il nous offre les protocoles pour déjouer nos pièges mentaux, trouver nos balles de ping-pong à nous. Que ce soit pour le management, l'éducation ou notre propre croissance. Ce qui laisse vraiment matière à réflexion quand on y pense. C'est clair. Si cette méthode nous prouve que nos efforts les plus logiques sont souvent nos pires pièges, quelle est cette solution logique que l'on s'acharne à appliquer dans sa propre vie en ce moment? Et si cette solution était en réalité la véritable cage qui nous empêche d'avancer?